Ok, je m'appelle Trifon Alexandra, je suis en interne en anesthésie pédiatrique et je suis encadrée aujourd'hui par Dr Pierre-Antoine. Le sujet qu'on va présenter, c'est la piqûre avant la coupure en sténose pylorique. Et donc, pour la sténose pylorique, quelques mots généraux, c'est un épaissement anormal du muscle du pylore de l'estomac. Ça qui entraîne une obstruction de la sortie gastrique. L'incidence est de 1 à 5 enfants pour 1000 enfants vivants. C'est plus fréquent chez les garçons et la étiologie, c'est pas vraiment très clair. Il y a des héritages polygéniques modifiés aussi, qui est des facteurs d'environnement, comme l'exposition aux antibiotiques chroniques, le tabagisme pendant la grossesse ou la prématurité. Comme manifestation clinique, les symptômes apparaissent généralement autour de l'âge de 3 semaines. Et ça concerne un vomissement projeté non vigueux, c'est la caractéristique de la sténose pylorique. Et à cause de ça, comme l'enfant va perdre beaucoup d'acide, il va avoir une calorie chronique et une hypocalémie associée. Ça, c'est plutôt à cause de la déshydratation. Ça qui entraîne une sécrétion d'aldostérone au niveau du rein pour compenser les volumes plasmatiques. Il fait de rétention de l'eau et du sodium par échange au potassium. Et aussi, on aura une perte du poids, ou échec de prendre du poids pour cet enfant. Comme gestion initiale, la sténose pylorique, c'est bien à retenir que c'est une urgence médicale, ce n'est pas une urgence chirurgicale, donc on doit bien équilibrer cet enfant avant la chirurgie. La correction consiste en corriger la déshydratation et corriger aussi l'alcalose métabolique. Et c'est une réanimation qui doit être complétée en 12 à 48 heures, donc on a beaucoup de temps pour la faire. On utilise plutôt des cristalloïdes isotoniques. Et on met un sonde nasogastrique en place, on n'alimente pas les enfants par voie orale et aussi notre objectif de la correction, c'est avoir une chlorure sérique supérieure à 100 000 équivalents par litre ou bicarbonate inférieur à 30 000 équivalents par litre. Et si on parle du traitement chirurgical, c'est la pylorotomie. Il y a deux options. La pylorotomie ouverte où les chirurgiens font une incision transversale dans le quadrant supérieur droit, une incision ombilicale. Et la deuxième option, c'est par stéréoscopie. En ce qui concerne les deux options, ici, il y a une étude qui a été publiée en 2006 en Annals of Surgery, où ils ont évalué les différences entre pylorotomie ouverte versus stéréoscopie. En ce qui concerne les temps opératoires, il n'y a pas de différence, c'est plutôt la même chose pour les deux. En ce qui concerne la récupération post-opératoire, plutôt la même chose. En faveur de la laparoscopie, de la stéréoscopie, il reste juste d'une heure post-opératoire diminuée, aussi que nos vomissements. Et ici, ce n'est pas visible, mais un problème avec la stéréoscopie, c'est une incision incomplète, une pylorotomie incomplète, ce qui peut nécessiter une réintervention pour cet enfant. Pour nous, comme anesthésistes, nous sommes devant un bébé qui pose plusieurs problèmes, donc un estomac plein avec des vomissements, des hydratations qui ont à la corriger, une alcalose métabolique qui peut être responsable d'une apnée périopératoire et aussi des voies aériennes difficiles. On se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai mis ici le protocole MAPAR et aussi le protocole de ce service. Ce qu'il fait ici, c'est un sonde nasogastrique en place pour vidanger l'estomac. C'est anesthésie générale avec induction en séquence rapide pour éviter le risque d'aspiration. Et un bloc para-ombilical éco-guidé pour limiter l'utilisation des opioïdes intraopératoires. Aussi narcose profonde pendant la chirurgie. Pas beaucoup de morphinique, pas nécessité de curar parce que c'est une incision superficielle, c'est pas une grosse chirurgie. Et apport d'hydroélectrolytique, on utilise plutôt le Isopédia qui contient de la glucose aussi pour les petits bébés. Et au fin de l'intervention chirurgicale, réveil du bébé, extubation en réveil complète du bébé. On va enlever la sonde nasogastrique et il n'y a pas de nécessité d'antibioprophylaxie.
Et le problème est qu'il y a des préoccupations concernant l'anesthésie générale pour ce sous-groupe de patients. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est les voies aériennes qui sont potentiellement difficiles. Ce n'est pas facile à intuber un petit bébé. Et il y a une grosse disproportion entre la grosse tête et tout l'alignement du voie aérienne pendant l'exposition sur la laryngoscopie. Il y a le risque d'aspiration aussi, il y a le larynx qui est très, très antérieur. Et il y a une étude qui a été publiée en British Journal of Anesthesia en 2022 où ils ont étudié la relation, s'il y a une relation, une différence entre les nouveau-nés qui viennent la gestion du foyer aérien entre les nouveau-nés qui viennent pour une pylorectomie et les mêmes catégories d'âge d'autres nouveau-nés, mais qui viennent pour des autres chirurgies sous anesthésie générale. Et ils ont trouvé que, bien sûr, il y a une grosse différence en ce qui concerne la difficulté du management du foyer aérien, parce que chez les nouveau-nés qui viennent pour la pylorectomie à cause du risque d'aspiration, c'est induction en séquence rapide. C'est ça qui donne beaucoup d'hypoxémie, nécessité de plusieurs expositions et plusieurs essais d'intubation. Il y a les risques d'aspiration, on parle de l'estomac plein. Et on a un son nasogastrique en place qu'on doit tout le temps vérifier avant la chirurgie parce qu'on peut avoir une obstruction. Et même avec un son nasogastrique en place, on doit suspecter si l'estomac est bien vidangé. Et peut-être il recommande bouger l'enfant dans toutes les positions, dans dorsale latérale gauche et ventrale latérale droite pour aspirer en chaque position et être sûr 100% qu'on a bien vidangé l'estomac. Un autre problème, c'est l'apnée post-opératoire. Et dans le contexte d'alcalose métabolique, il parle d'une apnée associée liée à l'alcalose métabolique. Si on pense qu'en acidose métabolique, on a une hyperventilation à cause d'une concentration élevée des ions d'hydrogène qui provoque une hyperventilation. En alcalose métabolique, c'est même l'inverse, on aura une apnée au niveau central. Et cette review systématique publiée en 2020 aux Pays-Bas a essayé de voir s'il y a une connexion entre l'apnée périopératoire chez les enfants avec sténose du pylore et ils ont trouvé 27% incidence d'apnée préopératoire et jusqu'à 16% en post-opératoire. Et il y a une grosse discussion ici parce que c'était pour les enfants qui ont été exposés à l'anesthésie générale. On ne sait pas vraiment si c'était juste à cause de l'alcalose métabolique, si c'était associé à l'anesthésie générale aussi. Mais l'association de l'alcalose métabolique et anesthésie générale peut donner de l'apnée post-opératoire. Aussi, si on pense qu'on va corriger l'alcalose métabolique tout de suite et on est content que l'alcalose métabolique au niveau du sang, qu'on a une bonne place du sang est bien, il prend du temps d'équilibrer toutes les choses au niveau du liquide céphalorachidien pour avoir les mêmes effets sur les centres respiratoires. Et un autre débat, c'est sur les séquelles neurologiques. Les enfants, les petits enfants, c'est connu que la maturation du système nerveux central n'est pas complète jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans. Et une première étude animale sur ce sujet a été publiée en 1999 où ils ont vu que c'est chez les bébés souris qui étaient exposés à l'anesthésique générale, il y a une grosse apoptose neuronale observée. Et à cause de ça, FDA, ils ont publié une communication en 2016 en ce qui concerne l'exposition prolongée et répétée de les petits enfants à un âge inférieur à 3 ans. Et il y a juste une étude qui a été publiée qui a trouvé une association entre les troubles de l'apprentissage et l'exposition aux anesthésiques générales plusieurs fois, en plusieurs expositions chez les petits bébés. Et il y a beaucoup de recherches de faire sur ce sujet-là et un dosage toxique anesthésique reste indéfini. Donc, devant tous ces problèmes, on se pose la question s'il y a des autres options anesthésiques disponibles pour cette catégorie de bébés. Et je viens vous parler aujourd'hui de la...
de la rachianesthésie en pylorectomie. Et les avantages de la rachianesthésie, c'est une technique qui est couramment utilisée dans le centre pédiatrique spécialisé. Les États-Unis, ils ont commencé à la faire depuis 2003. Et aussi en grand centre comme Israël, ils ont commencé à faire depuis 2005. Et on peut éviter la manipulation du voie aérien comme ça et on a une réduction peut-être de l'incidence de l'hypoxémie à l'apnée, on va voir. Et aussi, c'est connu une stabilité cardiovasculaire significative chez les enfants qui sont exposés à une rachianesthésie. Les contre-indications de la rachianesthésie, c'est le refus du parent, la coagulopathie, une infection, aussi du ponction, aussi qui ont une malformation congénitale, aussi du ponction, une sepsis généralisée, une ventilation mécanique, il n'y a pas pourquoi faire une rachianesthésie. Si on va parler d'une possible complication, on peut avoir un bloc spinal élevé. On aura le bébé qui dort, qui présente apnée, bradycardie. Et bradycardie aussi associée, on peut avoir et aussi les risques infectieux liés à la rachianesthésie. Et les plus grandes études qui étaient publiées sur ce sujet-là, c'était une étude qui a été faite entre 2003 et 2017 et qui a évalué, a comparé la rachianesthésie avec l'anesthésie générale pour les nouveau-nés qui viennent pour une pylorectomie. C'était une étude rétrospective et l'objectif c'était d'évaluer la morbidité respiratoire de l'anesthésie rachidienne par rapport à l'anesthésie générale. Ils ont eu 68 patients qui ont été divisés en deux groupes, qui ont reçu une anesthésie générale et 48 qui ont reçu une rachianesthésie. Et les critères de jugement principal, c'était la prévalence d'apnée et les critères de jugement secondaire, c'était la prévalence de la saturation en oxygène inférieure à 95%. Pour les critères de jugement principal, ils ont trouvé vraiment une significance statistique en ce qui concerne les épisodes apnéiques. Dans les groupes avec qui ont reçu une anesthésie générale, ils ont signalé 25% d'incidence de l'apnée post-opératoire. Et pour le groupe qui a reçu une rachianesthésie, c'était rapporté à 0%. Pas d'autres différences en ce qui concerne la hospitalisation, l'alimentation, les vomissements. Et en ce qui concerne les critères de jugement secondaire, ici on a la saturation pour les enfants qui ont reçu une rachianesthésie pendant toute la chirurgie, qui était plutôt stable. Aussi dans les groupes avec anesthésie générale, après l'extubation, on a une petite désaturation, mais sans significance statistique. Leur conclusion, c'était que l'anesthésie rachidienne, c'est une technique efficace qui peut éviter les complications respiratoires et maintenir la stabilité hémodynamique. Ils ont vu aussi que pour les enfants qui ont nécessité de sédation superficielle ou modérée, ils n'ont pas eu complications respiratoires après la chirurgie. Une deuxième étude qui a été publiée en 2018 dans un centre en Israël, ils ont évalué les résultats post-opératoires en pylorectomie chez 100 enfants qui ont reçu une rachianesthésie. Et leur objectif, c'était d'évaluer les résultats pour les enfants exposés en rachianesthésie avant une pylorectomie. On peut voir ici comme date démographique que l'âge de l'enfant en chirurgie c'était plutôt à 4 semaines. Ils ont pesé 4 kilos. Et ici, elle parle aussi du succès du rachianesthésie qui a été rapporté en 92 de 100 enfants. Ils ont parlé aussi de faire en 8 enfants. Les niveaux, c'était à T3, 3, 5. Ici, c'est noté les pourcentages d'essais, 63% premier essai, 34% 2 fois et 3% 3 fois. Ils ont essayé. Et les enfants qui ont nécessité une sédation, c'était à 36% tous les enfants. Ça, c'était aussi intéressant à la mettre, c'est le paramètre cardio-respiratoire pendant la rachianesthésie, avant la chirurgie, pendant la chirurgie. Et si on regarde, il n'y a pas de modification en ce qui concerne la fréquence respiratoire, il n'y a pas de modification en ce qui concerne la saturation, donc tous les enfants restent plutôt stables du point de vue respiratoire et hémodynamique pendant la rachianesthésie. Le résultat, après la rachianesthésie chez les 92 enfants,
c'était que la durée médiane de l'opération était rapportée à 45 minutes. Les trompes médianes jusqu'à l'alimentation entérale était à 19 heures. La durée médiane du séjour à l'hôpital était de 2 jours et aucune complication respiratoire ou liée à l'anesthésie rachidienne n'a été rapportée. En conclusion de leur étude, ils ont suggéré que l'anesthésie rachidienne est efficace et sûre pour cette intervention chez les petits. Et, une autre étude publiée en Journal of Pediatric Surgery en 2009, c'est une étude réalisée en grand centre pédiatrique en Israël qui a évalué l'impact de la rachianesthésie en pylorectomie sur les temps passés au bloc opératoire. Ils ont eu ici 60 patients qui ont nécessité une pylorectomie. Et ils ont divisé en 2 groupes, 36 qui ont reçu une anesthésie générale et juste 24 qui ont reçu une rachianesthésie. C'est un centre qui a commencé à faire la rachianesthésie depuis 2005, donc en 2009, quand ils ont publié tous leurs data, ils ont eu 24 enfants. Je pense qu'aujourd'hui les chiffres sont plutôt à l'inverse. Et comme leur objectif, c'était de voir les trompes totales passées au bloc opératoire, et les trompes de l'anesthésie, les trompes du réveil et tout l'anesthésie. Oh. Ok, je peux continuer comme ça, sinon ça va. Continue pour voir si tu appuies, ça va. C'est juste avec les lignes. Vas-y, continue. Bon, ici, tout ce qui est barré, c'est pour la rachianesthésie en blanc, c'est pour l'anesthésie générale, et ils ont trouvé des significants statistiques en ce qui concerne les temps du réveil. Ici, ils ont eu un temps du réveil en rachianesthésie juste pour les enfants qui ont été un tout petit peu sédatés. Et en ce qui concerne la durée totale d'anesthésie et la durée totale en bloc opératoire, et ils ont conclu que l'utilisation de l'anesthésie rachidienne pour une pylorectomie ouverte permettent de réduire la durée en salle d'opération et diminuer les temps du réveil. Et si on parle de comment la faire, on doit avoir en tête qu'on va respecter les mêmes principes qu'avant une anesthésie générale, donc on doit préparer préopératoire les enfants en ce qui concerne la réhydratation, correction des anomalies électrolytiques, et on doit vidanger le stomac même si on va faire une rachianesthésie. En ce qui concerne la position, on peut la faire en position assise ou en position en décubitus latéral. Et juste avoir tout le temps pour précaution d'éviter de faire flexion, une construction du tête parce que ça peut devenir obstruction du voie aérien supérieur. Et aussi ici quand on va bouger l'enfant, tout le temps par avoir éviter de surlever les pieds pour finir avec un bloc haut. On va faire la désinfection chirurgicale du pot et l'espace qu'on va fonctionner c'est L4, L5 ou L5, S1. Pourquoi? Parce que la meule de l'enfant descend jusqu'au niveau de L3, donc pour éviter des lésions à ce niveau-là. Les aiguilles qu'on utilise c'est des aiguilles néonatales 25 gauche de 30 mm et la technique c'est plutôt la même. Moi, on observe un paquet de résistance et celui et ici, je fais juste une petite comparaison. Dans le protocole MAPAR, il n'y a pas de rachianesthésie en silence pylorique, mais juste pour voir la dose de lévobupivacaïne qu'on utilise chez les enfants qui vient pour une rachianesthésie. Et les textbooks américains ils recommandent une dose plutôt un tout petit peu majorée, 1,2 mg kg si on parle de la lévobupivacaïne, ou sinon la bupivacaïne 100% isobarique 1 mg kg. Et comme je l'ai mentionné avant, on doit positionner les patients en décubitus dorsal dans une légère position de triangle inversé pour éviter un bloc haut. Et il y a des petits enfants qui, malgré une rachianesthésie qui fonctionne parfait, ils restent agités, donc on peut utiliser une sédation superficielle en utilisant midazolam, propofol, desmédétomidine avec les doses que j'ai notées déjà.
Pour l'évaluation du bloc moteur, on observe l'arrêt du mouvement de le membre inférieur et le niveau sensoriel est déterminé par le test de piqûre. Et tous les nourrissons sont réconfortés par recevoir un tout petit peu de solution glucosée sur la tétine. Ils dorment d'habitude, ils restent plutôt confortables. Est-ce que c'est sûr de réaliser une procédure comme ça chez les nouveau-nés? Oui, aucun accident technique n'a été signalé pendant la procédure et c'est la méthode du choix dans les grands centres pédiatriques pour la pylorectomie. C'est la méthode qui est réservée à les internes sur la surveillance de leur senior plutôt qu'une anesthésie générale pour les internes à faire dans ce contexte-là. Et une autre étude qui a été publiée en 2007 en pédiatrique anesthésia, c'est un papier réalisé à un grand centre que j'ai mentionné déjà avant en Israël avec l'auteur principal que j'ai eu l'honneur de travailler avec pendant l'année passée. Ils ont publié leur expérience en anesthésie rachidienne pour les nouveau-nés et les petits. Et ils ont rapporté un taux de réussite à 96% et 70% au premier essai. Et 28% des enfants nécessitaient une petite sédation, mais aucun effet secondaire était signalé après ça. 1,8%. Ils ont présenté une bradycardie qui était plutôt transitoire, qui s'améliore en stimulation. Et 0,6 ont présenté un bloc spinal élevé, ça s'était signalé chez 3 petits enfants prématurés qui ont pesé 800 grammes. Et aucune apnée n'a été signalée en période post-opératoire. Donc, enfin, les avantages de l'anesthésie rachidienne pour la pylorectomie, c'est qu'on peut éviter les risques liés à l'anesthésie générale. Et on parle d'une récupération stablement des complications respiratoires par rapport à l'anesthésie générale. Et aussi un bon profil de sécurité, l'incidence de complications comme la bradycardie et le bloc spinal élevé sont faibles. Et aucune apnée n'a été signalée en période post-opératoire. Maintenant, enfin, je vais poser juste une question. Maintenant, si vous aurez un petit bébé qui vient pour une pylorectomie, qui veut faire un rachat anesthésie, levez les mains. Bon, non, le bébé va lever les deux. Pas à 17. Et merci beaucoup.